Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le désengagement du M23 d'une ville stratégique à l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles ont annoncé leur retrait de Kibumba, ville de la province du Nord Kivu qui était sous leur contrôle depuis la mi-novembre. Célébration de Noël dans le camp de réfugiés de Dembo au Tchad. Les enfants ont pour la première fois reçu la visite du Père Noël, une initiative rendue possible grâce au projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Et puis Touré Makani, élue Miss 2.0 en Côte d'Ivoire. La lauréate a su faire l'unanimité en défendant son projet sur l'agriculture de précision pour les femmes en milieu rural. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le discours du maréchal Khalifa Haftar en Libye. Ce 24 décembre, il s'est adressé aux citoyens à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays. Point phare de son message, il a appelé toutes les villes et régions de l'Ouest à un dialogue interlibyen. Le maréchal a également insisté sur l'importance d'une feuille de route pour l'organisation des élections et sur la répartition équitable des revenus pétroliers. Son discours intervient dans un contexte politique instable, une instabilité marquée entre autres par la présence de deux gouvernements rivaux. Le premier est dirigé depuis Tripoli par le Premier ministre sortant, Abdelhamid Beiba, dont le mandat a expiré avec le report des élections. Le second est sous la direction de Fathi Bachaga, le chef du gouvernement nommé par le Parlement, qui exerce ses fonctions depuis la ville de Sirte. Est-ce là le signe d'un apaisement des tensions? En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont annoncé céder leur position de Kibumba à la force militaire de la communauté d'Afrique de l'Est. Cette ville située dans la province du Nord Kivu était sous le contrôle de la rébellion depuis la mi-novembre. Le M23, pour qui ce retrait est un geste de bonne volonté fait au nom de la paix. Marie-Raphaël Antolo. Dans un communiqué paru le vendredi 23 décembre 2022, les rebelles du mouvement du 23 mars ont annoncé qu'ils se retiraient de leur position dans la ville de Kibumba, en République démocratique du Congo. Située à environ 20 km de Goma, la ville de Kibumba est un centre commercial de plus d'1 million de personnes, situé dans l'est du pays et que les rebelles du M23 avaient envahi depuis plusieurs mois. Selon un communiqué publié par les rebelles, cette entité sera cédée entre les mains de la force régionale de l'EAC. Un tel retrait peut être alors une stratégie adoptée par le M23 pour pouvoir se repositionner notamment dans le débat diplomatique en tant que tel. Il faut comprendre déjà que cette organisation, notamment à la politico-militaire, est restée pendant longtemps soutenue par certains pays voisins. Cette décision est précisément intervenue quelques heures après la publication d'un nouveau rapport d'experts de l'ONU qui accusait l'armée rwandaise d'avoir mené des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo et d'avoir fourni des armes, des munitions et des uniformes au M23. Et pour le M23, ce retrait de la ville Kibumba fait suite aux conclusions des réunions tenues avec la force régionale d'Afrique de l'Est et le mécanisme ad hoc de vérification dans la même localité le 12 décembre 2022. Le M23 a par ailleurs qualifié cette décision de gestes de bonne volonté conformément aux récents pourparlers de paix dans la capitale angolaise Luanda. La bataille diplomatique reste malheureusement un défi réel pour elle en vue de se réaffirmer dans le cadre de ses aspirations les plus profondes, de pouvoir faire intervenir les différents accords de paix qui n'ont pas été respectés par la partie congolaise. Donc cela peut montrer déjà un signe de bonne foi de cette organisation en vue de redorer son image dans une communauté est-africaine où elle est de plus en plus contestée comme étant une organisation terroriste. Rappelons que le M23 est composé par des anciens soldats de l'armée congolaise qui se sont rebellés car ils accusent le gouvernement de marginaliser leur minorité ethnique Tutsi. La milice est par ailleurs responsable de nombreuses attaques et de déplacements survenus à l'est de la République démocratique du Congo depuis le 28 et 29 mars 2022. Un geste de bonne volonté qui pour autant est loin de faire l'unanimité dans les rangs de l'armée congolaise. Dans un communiqué, les forces armées estiment que ce désengagement est, je cite, un leurre et une simple publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale.
Dans l'actualité également, la Zambie franchit une étape clé en termes de droits humains et de liberté d'expression. Ce vendredi 23 décembre, le président Hakainde Hichilema a concrétisé 2 promesses de campagne. Le chef de l'État a signé un décret qui officialise l'abolition de la peine de mort, une loi héritée de la colonisation. Autre mesure forte, le dirigeant zambien a mis fin au délit pénal de diffamation du président. Des engagements qui ont été salués par de nombreux militants de droits de l'homme. Certains ont également appelé le président à examiner d'autres textes de loi tels que celui relatif à l'ordre public. Sa visite est venue redonner le sourire aux enfants. Au Tchad, le Père Noël s'est rendu pour la première fois dans le camp de réfugiés de Dembo, situé au sud du pays. Des festivités initiées par le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil qui bénéficient du soutien de la Banque mondiale. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Melset Nadjibé, une mère réfugiée du camp de Dembo au sud du Tchad, prépare sa fille pour assister aux festivités de l'arbre de Noël pour la première fois. Elle veut que sa fille profite de cette opportunité offerte par le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil de la province de Mandoul de s'amuser et de partager de beaux souvenirs de Noël. Grâce à cette initiative, environ 600 enfants réfugiés de cette localité ont reçu des cadeaux et se sont trémoussés au rythme des tam-tams pour célébrer cette semaine de nativité. Nous étions ici depuis 2014. Dès nos arrivées, personne n'a bénéficié des choses qui s'étaient passées dans notre site aujourd'hui. C'est ma première fois de voir ça, c'est une surprise pour moi. Je suis tellement content parce que pourquoi mes enfants se retrouvés parmi les autres aujourd'hui. Je remercie beaucoup Madame la coordinatrice du projet Parka. Selon Liliane Ganda, l'initiatrice de l'arbre de Noël, être un enfant dans un camp de réfugiés, cet événement est à la fois thérapeutique et festif pour les enfants réfugiés qui ont été traumatisés par des événements douloureux. Un arbre de Noël est l'occasion idéale pour témoigner notre attachement et reconnaissance au développement de la petite enfance, particulièrement aux enfants réfugiés. Les enfants sont nos progénitures. Nous devons les aimer, créer un cadre idéal pour leur croissance, mais aussi pour leur développement intellectuel, physique et social. Mes chers enfants, sachez que vous êtes les futurs cadres de ces pays. C'est pourquoi le gouvernement tchadien, à travers Parka, financé par la Banque mondiale, vous accorde une attention particulière. C'est pour la première fois que les enfants réfugiés au Tchad bénéficient d'un arbre de Noël et reçoivent la visite d'un Père Noël. Pour rappel, le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil est un programme conjoint du gouvernement tchadien et de la Banque mondiale pour renforcer l'accès des réfugiés et des communautés d'accueil aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance. Et qui dit fête de Noël dit aussi distribution de cadeaux. Au Bénin, des élèves ont ainsi bénéficié de jouets biodégradables. L'occasion pour les acteurs dédiés à la préservation de l'environnement de les sensibiliser à l'éco-citoyenneté. Une mission à laquelle s'attelle l'ONG Ayedoun. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Venus de divers horizons, environ 400 enfants du Bénin, dénommés les ambassadeurs écolo juniors, ont célébré la fête des enfants autrement à Cotonou. Après les ateliers de classe portant sur l'éducation écologique dans les écoles primaires publiques du Sud Bénin, les apprenants ambassadeurs écolo juniors ont valorisé des connaissances acquises de leurs encadreurs à l'occasion de la célébration de la 2e édition de Noël autrement sous la houlette de l'ONG Ayedoun et le ministère du cadre de vie à Cotonou. Cet événement intervient dans un contexte où les autorités béninoises misent sur la relève pour l'application effective des différents tests en vigueur pour lutter contre l'utilisation des déchets plastiques, notamment les sacs et emballages plastiques et la protection de l'environnement. Enseigner aux enfants de s'occuper de l'environnement, de préserver l'environnement et d'en prendre soin est une tâche extrêmement difficile, mais je pense assez valorisante. Et je pense que des actions comme celle-là, des gens qui font notre travail sur le terrain, notre devoir, le minimum, c'est d'aller les soutenir. Pour la circonstance, des jouets biodégradables ont été distribués aux enfants. Des jouets fabriqués localement par des artisans, notamment les objets recyclés, des cadeaux fabriqués en tissu et en pagne tissée. Cadre de banque, Paul Betta Djaroto a décidé de se consacrer à l'épanouissement des enfants par l'éducation à l'éco-citoyenneté depuis 2018.
Depuis 2018 précisément, Aédon a décidé de se concentrer sur les enfants. Le Grand Nokwe, Cotonou, Porto Novo, Ouida, Semepodji, Abomey Calavi, voilà. Et ce sont ces enfants avec qui nous avons travaillé pendant ces années-là, qui constituent aujourd'hui les ambassadeurs écolo juniors, pour lesquels nous célébrons Noël, mais justement célébrons Noël autrement, en restant dans la même dynamique que le combat que nous avons lancé depuis. Militante pour la protection de l'environnement et la préservation du cadre de vie, Paul Betta Diaroto, à travers son ONG dénommée Aédon, entend continuer d'œuvrer pour inciter la culture de la propriété et la promotion des comportements éco-citoyens chez les enfants. A noter que de son côté, le gouvernement a édité des manuels et formé des enseignants afin d'inculquer aux apprenants en milieu scolaire les notions d'assainissement, d'hygiène et d'environnement. Elle a été choisie parmi 9 autres candidates en Côte d'Ivoire. Touré Makani a remporté ce 23 décembre la 3e édition du concours Miss 2.0, un concours qui met en avant des projets innovants et d'intérêt public. La lauréate a su conquérir le jury en défendant son projet sur l'agriculture de précision pour les femmes en milieu rural. Marcel Kouassi. En Côte d'Ivoire, faire la part belle de la beauté intellectuelle et la maîtrise des nouvelles technologies de la communication et de l'information est l'objectif du concours Miss 2.0. La 3e édition du concours a permis à 10 candidates sélectionnées sur 1000 de défendre leur projet à caractère innovant et leur maîtrise du digital devant un jury sélectionné à juste titre. Le choix du jury et du public s'est porté sur la candidate Touré Makani, porteuse du projet sur l'agriculture de précision pour les femmes en milieu rural. Je défends un projet sur l'agriculture de précision pour les femmes en milieu rural. Ce projet est pour augmenter leur rendement et participer à leur autonomisation financière afin qu'elles puissent s'épanouir. Mes impressions sur ce concours, c'est une expérience unique. J'ai gagné en savoir, j'ai gagné en réseau, j'ai gagné en amitié et c'est vraiment une expérience à vivre. Je suis très heureuse et je remercie tous nos mentors. Pour la présidente du jury, Madame Lydie Omanga, vice-présidente de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications de la République démocratique du Congo, les projets défendus par chacune des candidates ont revêtu un caractère innovant et apportent une vraie plus-value en termes de complémentarité. Elles ont été super, elles ont des projets, pour certaines des projets innovants, pour d'autres des projets qui effectivement existent mais apportent une vraie plus-value en termes de complémentarité. Et je pense qu'aujourd'hui, celles qui ont eu l'honneur d'avoir été choisies par le jury et par le public le méritent sincèrement et amplement. Et d'ailleurs, si je pouvais dire aussi, j'espère que les organisateurs vont pouvoir emmener ce concours sur tout le continent, qu'on puisse avoir des Miss 2.0 à Kinshasa, des Miss 2.0 à Brazzaville, des Miss 2.0 à Libreville, de manière à ce que demain, nous pourrions ensemble construire justement une société durable où les femmes dans les techs ont droit de citer. S'inscrivant dans une dynamique d'autonomisation de la jeune femme, le concours Miss 2.0 lancé en Côte d'Ivoire en 2021 vise à mettre en lumière l'intellect, l'esprit d'initiative et l'engagement social des jeunes femmes en Afrique. L'actualité culturelle pour finir avec un coup de projecteur sur une exposition qui entend retracer les grandes étapes du vie. Tel est le projet artistique conçu par les artistes plasticiens béninois et néo-zélandais Sébastien Boko et Anna Corver. Dénommé Transition, leur création est exposée dans un restaurant de Cotonou. Notre correspondant Leftionou est allé à leur rencontre. Sébastien Boko, artiste plasticien, doué dans le travail de la ferraille et du bois, scrute l'humanité à travers l'exposition collective avec Anna Corver, intitulée Transition, à Cotonou, dans un restaurant de la capitale économique du Bénin. Le vernissage Transition matérialise l'évolution de son travail et sa rencontre avec Anna Corver, artiste plasticienne néo-zélandaise. Il constitue les différentes interrogations que le public amoureux des restaurants peut se poser en présence de ces sculptures. Transition pour dire que nous parcourons notre vie. C'est comme si nous sommes à la visite d'un musée où on nous montre des étapes de vie, de regard, de choses qu'on découvre à chaque instant qu'on évolue. Ça me fait très plaisir d'encourager un plasticien, un sculpteur béninois ainsi que son épouse qui est de Nouvelle-Zélande, une belle rencontre. Je qualifierais la nôtre aussi comme très belle rencontre. Ce n'est pas le fait du hasard, je pense.
L'artiste sculpteur Anna Corver se fait remarquer par son travail à travers des œuvres sculpturales en bois, acier, métal et peinture. Elle a exposé dans plus de 20 pays grâce à ses travaux axés sur la femme. Dans le cadre de cette exposition dénommée Transition, Anna Corver a mis un accent particulier sur l'intégration, un voyage à la rencontre d'autres cultures qu'elle définit par l'utilisation des bateaux et pirogues à travers ses sculptures en bois. In my culture from New Zealand, the boat is really important symbol because je viens de la Nouvelle-Zélande, un petit pays où pour moi les bateaux et les pirogues symbolisent ce pays parce que c'est un pays plus ou moins enclavé où la plupart des gens y ont accès par bateau. Étant donné que je parle aussi de mouvement dans mon travail, c'est la meilleure façon de me définir. I use the boat as if it is a representation of myself. Anna Corver espère avoir des opportunités de rencontres et des projets artistiques afin de découvrir d'autres cultures. A noter que Sébastien Bocco a réalisé une série de masques à base de bois et techniques mixtes intitulée Série 2020. Parmi cette série se trouve l'œuvre dénommée Les Vaccins, une interrogation que pose l'artiste sur le système éducatif. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.